Merci beaucoup, mais cher monsieur, d'avoir attendu un petit peu pour le panel de clôture, là. Vous avez été patient à écouter l'autre présentation. Ben, ça vous donne un petit peu une idée de comment la journée a été. J'ai voulu qu'on conclue un petit peu avec vous. Faiza était avec moi, je l'ai invitée à être là pour ce dernier panel de clôture parce qu'elle a modéré un petit peu la journée avec moi, elle a modéré certains panels et c'est elle qui discutait vraiment directement avec les gens. Et je voulais que le panel de clôture soit un petit peu un regard introspectif qui est un petit peu. On a entendu beaucoup de choses tout au long de la journée. Aujourd'hui, c'est le sommet qu'on a mis sous l'idée de l'employabilité des jeunes. Comment repenser l'embauche des jeunes francophones, des jeunes qui parlent français. On a ouvert la journée aujourd'hui avec une importante présentation qui suit un petit peu ce qu'on avait introduit l'année dernière. C'est quoi le marché du travail de demain? C'est comment on veut voir les compétences. Et la présentation était au niveau de la préparation à la construction des compétences. On sait que le rôle important que l'éducation joue sur la construction des compétences, mais comment on doit aussi repenser l'éducation. La présentation était donc en train de dire que on doit passer de l'éducation à l'apprentissage. Et c'est vraiment deux méthodologies bien distinctes qui ont été présentées. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure, justement, comme on a dit, repenser l'embauche des jeunes dans un monde du travail qui est dominé par la diversité, la technologie et le COVID. C'est trois choses qui font que parfois, on va pas penser aux jeunes, comment ça affecte les jeunes, ou les jeunes, généralement, dans le marché du travail traditionnel, on ne les considère pas parce qu'on trouve qu'ils ne sont pas assez matures, n'ont pas assez d'expérience, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc maintenant, quand on regarde sur la base de la diversité, la technologie, le COVID, ça risque encore de les écarter encore plus. On ne peut pas cacher qu'à l'avenir, que le monde du travail est en train de bouger, les façons de fonctionner sont en train de changer et le COVID a aussi amplifié l'importance de la technologie, le monde digital. Beaucoup de choses se passent là-dessus. Il y a une demande forte au niveau des compétences technologiques. S'il y en avait avant, ça a été doublé, triplé à cause du COVID. Alors, quand on regarde tout ça, on voit que les compétences techniques vont être de moins en moins en demande parce que la plupart de ce qu'on voulait, ce qu'on amenait comme compétences parce que c'est ce qu'on a appris à l'école, les ordinateurs vont être capables de faire la plupart de ces choses-là. Beaucoup va reposer sur la personnalité, sur l'individu, sur les valeurs personnelles, ce qui revient donc au niveau de toutes les autres compétences qui doivent être construites. Et ça se construit par justement l'accompagnement que les jeunes ont, l'environnement où les jeunes sont en train d'évoluer, les valeurs qui sont inculquées aux jeunes. C'est quoi les ressources qu'on met en place pour accompagner les jeunes? On a présenté le matin des questionnements au niveau de voir d'abord de présenter la situation. On a écouté les parents, on a écouté les jeunes eux-mêmes. Il fallait vraiment être là pour les écouter eux-mêmes. C'est vraiment comme un monde à l'envers entre ce qu'on est en train d'offrir et là où eux, ils sont positionnés. C'est quoi leur préoccupation? Qu'est-ce qui les stresse, contrairement à ce que nous, on croit? Et puis maintenant, dans l'après-midi, on a essayé de présenter ce qui existe ailleurs, qu'on sait qu'on n'a pas dans la francophonie, mais qu'on devrait avoir dans la francophonie. Les programmes, les accélérateurs d'entreprises pour les jeunes, les incubateurs d'entreprises pour les jeunes, les programmes de mentorat pour les jeunes ciblés pour les jeunes. Et vous venez d'écouter un programme de présentation des métiers spécialisés pour les jeunes, parce que Skills Ontario, c'est exclusivement pour les jeunes. Alors, je reviens vers vous. Vous êtes des responsables importants dans la communauté francophone. Qu'est-ce qui fait qu'au moment où
Les employeurs sont en train de s'arracher les cheveux parce que la demande pour la main-d'œuvre bilingue grandit et grandit et grandit. C'est au même moment, le taux de chômage au niveau de la francophonie, surtout les immigrants francophones, est le double ou le triple de la moyenne nationale. Et le taux de décrochage scolaire postsecondaire des jeunes, surtout issus de l'immigration, est vraiment faramineux comme taux de décrochage, alors qu'en même temps, dans le marché du travail, ils sont en train de crier qu'on a besoin de cette main-d'œuvre qui semble rester en arrière par rapport au marché du travail. Donc, ma question, je sais que vous n'êtes pas responsable des programmes des jeunes, mais vous êtes quand même responsable des programmes importants. Qu'est-ce que vous observez qu'on est en train de mal faire? Qu'est-ce qu'on ne fait pas bien? Où est-ce qu'on est en train de rater le coche là pour pouvoir concilier ce besoin-là? On a besoin de nous, on a besoin de nos gens sur le marché du travail, mais on est plutôt en retard. Et puis nos jeunes ne sont pas en train de bénéficier de ce que les autres jeunes ont pour pouvoir avancer. Il fallait entendre le jeune homme qui a présenté au niveau de la technologie, les incubateurs au niveau de la technologie, ce qu'ils sont en train de faire, comment ils sont en train de former les jeunes au niveau secondaire de 13 à 17 ans pour qu'ils soient les leaders au niveau de l'innovation. C'est le Knowledge Society qui a fait la présentation, l'innovation, que ce soit au niveau du transport, au niveau de combattre les maladies, le cancer, l'alimentation, pour qu'ils mettent vraiment leur génie créateur pour résoudre ces problèmes de l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait des initiatives pareilles dans la francophonie pour que nos jeunes puissent en bénéficier? C'est vous que c'est vous que je mets sur le spot, mais c'est vous que j'ai eu aujourd'hui. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez qu'on est en train de mal faire? Où est-ce qu'on devrait améliorer les choses? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? On sent le sentiment d'urgence, en fait, Rose Cattier. C'est vrai qu'il y a une vraie urgence. Il y a la maturité de la communauté francophone d'affaires, de développement économique d'un côté, et puis après, il y a le monde qui était déjà beaucoup plus avancé. Je vois dans les visages que tout le monde est impatient de parler. Qui veut réagir en premier là? Peut-être que je vais dire aux gens qui on a dans notre panel aujourd'hui. J'ai d'abord passé le temps à situer pourquoi ce panel, on conclut avec ce panel. On a avec nous des personnes quand même importantes au niveau de la francophonie qui assument des dossiers importants et des rôles très importants. On a Alain Dobi, qui est actuellement le directeur du réseau en immigration francophone pour la région du centre-sud-ouest de l'Ontario. Il est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en service social obtenue à l'Université Laval au Québec, ainsi que d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en administration publique obtenu à l'École nationale d'administration publique. On a aussi avec nous Jean-Marc Ngom, qui a travaillé au Collège Boréal et qui travaille toujours au Collège Boréal dans les secteurs de l'emploi, du postsecondaire et de l'immigration depuis 2012 à Toronto et Mississauga. Et il a occupé plusieurs postes. Il détient un diplôme en ergonomie de l'Université de Picardie et d'un diplôme collégial en informatique en France. Et on a aussi avec nous Julien Jérémy, qui est directeur général du Conseil de la coopération de l'Ontario. Il est responsable au fil des années de l'accompagnement de plusieurs dizaines de coopératives et d'entreprises sociales à travers l'Ontario, notamment dans le domaine de l'agriculture, du développement rural, de la santé, de la succession d'entreprises et bien plus d'autres. Alors, comme vous voyez, c'est quand même des personnes, quand bien même aucun n'est à la tête d'un programme de jeunes, mais c'est quand même des acteurs très importants dans la francophonie. Alors, je reviens au niveau de ma question, qui est, qu'est-ce qu'on est en train de mal faire? Où est-ce qu'on ne comprend pas l'importance et pour qu'on puisse se concentrer là où on doit se concentrer? Merci Rose. Si vous le permettez, je vais y aller. Je vais commencer. Et puis je ne dirais pas que je vais reformuler la question,
Mais je vais d'abord commencer à remercier. Mais voici Centraline. Non, je vais commencer d'abord à reconnaître et puis à soutenir, à remercier ceux de nos collègues qui œuvrent notamment dans tout ce qu'il y a comme programme d'appui à la formation de nos jeunes. Je ne pense pas qu'il y en ait qui soient mal intentionnés. Donc, ce n'est pas qu'on le fasse mal, c'est est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Est-ce qu'on est en adéquation avec l'évolution des enjeux qui touchent notamment le marché du travail? Et tu l'as si bien dit, Rose, nous ne sommes pas des spécialistes en employabilité. On a certains de nos collègues qui s'en occupent, qui sont les spécialistes. Nous avons des regards, et moi je parle notamment de ce qui est du réseau, un regard un peu externe. Et donc, quand je regarde, avant de parler de la formation de nos jeunes, moi je regarde malheureusement, lorsque nous avons des entrevues actuellement avec des gens qui sont issus de l'immigration et qui se présentent à des entrevues. Et avec tout le biais qu'ils ont, avec toutes, en guillemets, les lacunes qu'ils ont, alors qu'on sait qu'ils passent à travers tout un ensemble de formations, supposées de coaching, supposées de préparation au marché du travail. Et alors, je me dis, si on a ça avec les adultes, comment est-ce qu'on est capable de revirer la barque, non seulement faire des suggestions pour que ces approches-là s'améliorent, mais avec nos jeunes. Et je vais partager avec vous quelques expériences que j'ai eues et qui m'ont amené personnellement à m'engager dans tout ce qui est appui, à tout ce qui peut avoir comme initiative pour réorienter, revaloriser, revoir la formation de nos jeunes. J'étais en rencontre dans une de nos régions que je ne vais pas nommer et nous avions des élèves de la 9e à la 12e année qui avaient été invités et nous avions l'occasion d'avoir une ministre avec nous, une ministre fédérale. Et on avait invité les jeunes, évidemment, pour partager leurs expériences et puis ainsi de suite. Je ne vous cache pas qu'avec tout le respect que j'ai pour ces jeunes, je ne pense pas que ce soit la présence du ministre qui les ait rendus aussi timorés, aussi difficiles à articuler, à présenter une idée. Et je dis, ça ne se peut pas. Et il se trouve que malheureusement, ils étaient tous, pour 99%, tous les jeunes issus de l'immigration. Par la suite, nous avons eu des rencontres et nous avons vu qu'évidemment, il y a près de 70 qui étaient passés par des camps de réfugiés avec leurs parents et qui sont arrivés ici au Canada. Et je me suis dit, est-ce que cela a un impact? Donc, une série de questions qui nous ont donc amené à dire, est-ce qu'on est capable de pouvoir adresser ces questions-là avec ces jeunes? Et Dieu merci, nous avons entrepris des initiatives avec des partenaires pour dire, peut-être que toute la question de l'estime de soi avec nos jeunes, il faut pouvoir l'adresser. Pour tout ce qui est jeunes, notamment issus de l'immigration, je ne dis pas qu'ils en ont tous, ils ont tous ces problèmes-là, mais je me dis que c'est une base qu'il faut pouvoir adresser pour que les jeunes se sentent en confiance. J'ai toujours été émerveillé et puis je lance les fleurs, je ne vais pas me le cacher. Quand vous voyez des jeunes de la France, des jeunes de 5e, 6e, 7e année, vous êtes toujours éblouis par, j'ai envie de dire, la structure de ces enfants-là. Et on se demande, mais c'est quoi le programme? Qu'est-ce qui fait que ces enfants, ils sont aussi, vous avez l'impression qu'ils sont tous précoces. Vous les prenez n'importe quel âge, au-dessus de 10, 12 ans, les enfants, ils sont articulés et puis ainsi de suite. Bref, je vais pas aller dans plein de détails, mais dire toute la question d'estime de soi, d'accompagnement de nos enfants, de renforcement de leur confiance en soi et de leur capacité de leadership. Ce sont les éléments qu'il faut pouvoir adresser. Je vous ai parlé de ceux qui malheureusement sont passés par des camps de réfugiés, qui peut avoir un impact également sur leur processus. Donc l'acceptation dans les cursus de formation, les défis auxquels ils doivent être confrontés. Donc je ne dirais pas que ça prend littéralement d'avoir des espèces de programmes sur mesure. Je sais que nos conseils scolaires font énormément d'efforts. Et dans les ateliers que nous avons eu à développer, à mettre en place, c'était en collaboration avec les conseils scolaires qui eux aussi sont à l'affût en train de dire, parce qu'ils ont également pour objectif de dire comment est-ce qu'on est capable de trouver des meilleures solutions pour les enfants dont nous avons la charge. Alors donc, Rose, tu as posé la question, je pense que c'est dans une espèce d'effort collectif. Mais en même temps, et je vais m'arrêter là pour dire, il faut sortir des sentiers battus, il faut nous réinventer, il faut revoir les choses autrement. Le marché du travail aujourd'hui, ce n'est pas juste préparer des gens à comment on fait un CV, comment on va à une entrevue, c'est comment est-ce que le marché du travail est en train d'évoluer. Et nos jeunes aujourd'hui, qui ont la chance d'être nés ici, pour certains qui viennent d'arriver, c'est de dire la bonne connaissance de ce marché du travail. Comment est-ce que ceux qui sont chargés de leur éducation sont également alertes sur ces enjeux-là?
Je pense que ce sont ça, ces approches-là, et je m'arrête là pour l'instant. OK, merci beaucoup. On va certainement revenir sur plusieurs des points que tu es en train de soulever. Julien ou Jean-Marc, quelle est votre première réaction? Si je peux continuer peut-être, et merci beaucoup Roscati pour la mise en contexte au début là, qui était très très complexe et qui nous a donné un bon aperçu aussi de tout ce qui a été vu au courant de la journée avec les échanges. Merci Alain pour ta première intervention qui se jette dans le bain aussi en préparation pendant que Jean-Marc et moi on se prépare. Mais tu lances très très bien la chose. Et selon moi, ce qui se passe en fait en ce moment, c'est que le monde change très vite et de plus en plus vite. Et parfois, c'est difficile, il faut le reconnaître, pour nos établissements d'enseignement, pour nos organisations, pour nos entreprises, de suivre la cadence, tout simplement, parce que les choses se passent très très vite. Et ça va venir créer une déconnexion même entre les changements, entre les gens qui articulent ces changements et qui changent à différents rythmes. Les jeunes vont, par exemple, changer plus vite dans certaines choses et les personnes plus âgées plus vite dans d'autres choses, et nos organisations. On regarde aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est les compétences qui sont requises des jeunes pour trouver un emploi. Puis tu parlais, Roscati, plutôt en introduction, taux de chômage, etc., alors qu'il y a une pénurie de la main-d'œuvre. Effectivement, il y a une pénurie de la main-d'œuvre. Est-ce que pour autant, les compétences qui sont sur le marché de l'emploi aujourd'hui viennent nous aider à combler cette pénurie de la main-d'œuvre? La réponse est non. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a affaire à quelque chose qui a été très rapide, mais à des personnes qui ont, oui, certaines qualifications, mais qui n'ont pas exactement les qualifications qu'on cherche au jour d'aujourd'hui, qui ne sont pas les mêmes qu'hier, qui demain seront encore autre chose, et qui nous font prendre conscience en fait de la réalité qu'on a de devoir se réinventer constamment. Je regarde parfois les CV qu'on reçoit en organisation, donc on embauche, on pourrait dire au quart de tour, là, souvent on embauche pas mal dans notre organisation, et je tombe par terre encore des fois de voir l'incapacité, par exemple, que des personnes vont avoir à se vendre correctement. Alain parlait un peu plus tôt dans sa présentation aussi du langage et de la capacité à synthétiser l'information et à présenter les choses de façon rapide, claire et adéquate. Ça, c'est des choses qui, effectivement, la communication, je ne sais pas si ça se perd, parce que bon, ça fait pas 1000 ans que j'existe, évidemment, là, donc pas assez d'antécédents sur ma courte existence, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est de plus en plus important, la communication, et qui pourtant est de moins en moins acquis, peut-être à travers nos cursus d'éducation, peut-être à travers l'apprentissage que les jeunes font dans leur famille, etc., ou dans leur environnement habituel. Mais ici, c'est une de ces déconnexions qu'il y a. Le besoin de plus en plus de communiquer, puis vous savez comme moi que tout le monde est sur plein de médias sociaux aujourd'hui. On voit des jeunes dans la rue, et moi-même encore de ma génération, je veux dire, on passe beaucoup de temps sur les médias sociaux, et de plus en plus, on communique, mais le style de communication qu'on a sur ces interfaces, est-il réellement adapté au style de communication qu'on a besoin dans une entreprise? Et là, c'est là qu'il y a un léger décrochage, parce que c'est pas le cas. On ne communique pas dans une entreprise avec les collègues employés, etc., avec son employeur, comme on communiquerait sur TikTok. On n'envoie pas une vidéo TikTok à son employeur lorsqu'on a une plainte à formuler ou lorsqu'on a une recommandation à faire. Et c'est des choses qui, même si elles existent, TikTok, Instagram, etc., Snapchat, etc., il faut les valoriser d'une certaine façon. Je pense que c'est des choses qui ont à nous apprendre aussi. Mais il ne faut pas en oublier pour autant qu'il y a des façons de communiquer aussi qui demeurent importantes et qu'il ne faut pas laisser pour compte dans nos programmes d'éducation en particulier, lorsque vient le temps de former les jeunes à la bonne communication. OK. Ben, merci beaucoup. On va revenir sur les points que tu soulèves. Tu soulèves des points intéressants qui prolongent un petit peu ce que Alain était en train de dire, Jean-Marc. Donc, merci Roscati de m'avoir invité. Moi, comme je vais m'appuyer un peu sur mon parcours personnel. Je suis arrivé avec des enfants adolescents et j'ai pu observer que bon, ça rejoint un peu ce que Alain Dobi nous a dit un peu avec des brefs mots. C'est surtout de savoir que les enfants, ils savent déjà ce qu'ils veulent. Les jeunes savent ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'une partie du système et nous-mêmes, comme parents, nous sommes leur première distraction. Parce qu'ils veulent ajuster leurs besoins à la société, aux volontés des parents
Et dans cette volonté-là, ils oublient un peu ce qu'ils voulaient à l'origine. Ils arrivent dans un nouveau monde. Ceux qui sont plus jeunes, c'est plus facile pour eux, mais les plus adolescents, ils avaient déjà des idées sur ce qu'ils voulaient faire. Donc, ils s'adaptent à ce monde. Et ensuite, le système leur dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. L'école aussi, on leur donne des instructions. Donc, ils suivent les instructions. Les parents aussi donnent des instructions. Donc, dans toute cette multitude de systèmes, on va dire, qui sont déjà en place, et Julien fait bien d'approcher que le système bouge très vite. Donc, ils essaient de trouver leur place dans cette société. Ils essaient de voir leurs rêves, comment ils vont réaliser ce rêve en sachant qu'il y a des attentes du système, des attentes du système scolaire, du système, on va dire, politique et aussi de leurs parents. Et la notion mentale aussi à prendre en compte parce que dans tout ça, ils sont tous dans une phase d'intégration. Qui va les accompagner? Qui il faut écouter? Les amis, le conseiller scolaire ou les parents. Donc là, ça prend une force de caractère que certains, ils n'ont pas tous cette maturité pour comprendre tous ces changements d'un seul coup. Donc du coup, ils vont s'ajuster à un système, ils vont oublier petit à petit, ça veut dire que leur rêve va se rétrécir au fil du temps et ils n'arrivent même plus à exprimer ce qu'ils veulent vraiment faire. Donc, ils vont faire ce qu'on leur demande de faire, en fait. Ils ne font plus ce qu'ils veulent vraiment faire. Ils font ce qu'on leur demande de faire, ce qui fonctionne le mieux ou ce qui est le plus profitable selon la situation familiale. Et ce qui apparaît, l'aboutissement, c'est un silence. Et ce décalage va se créer parce qu'ils ne s'expriment plus. Ils s'expriment entre jeunes, mais nous, on n'arrive plus à les comprendre. Eux aussi ne nous comprennent pas. Des fois, c'est la société qui ne les comprend pas. Ils ont l'impression de ne pas être compris par la société. Et nous, la société aussi s'est dit, mais ces jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Donc, c'est là que je dirais que dans la communication, il faudrait trouver un outil. Cet outil, on l'a trouvé, dans certaines situations pour les organismes, pour les femmes, je pense qu'il y a des mécanismes qui sont déjà bien élaborés. Des outils sont en place. Pour l'entrepreneuriat aussi, pour celui qui sait ce qu'il veut, un adulte, c'est assez rapide, il y a des outils. Mais pour les jeunes, je dirais que ça s'arrête au niveau de l'école. Toute la responsabilité est donnée au conseil scolaire, aux écoles, au système éducatif. Mais le système éducatif, je dirais que c'est une bulle. Donc, c'est une bulle. Il faut voir en dehors. Les parents n'ont pas forcément toujours le temps de se connecter à ce système. Donc, pour comprendre, les parents, ils sont immigrants, il faut qu'ils comprennent le système. Je dirais que ça prendrait, je ne dis pas un accompagnement, mais un plan d'intégration. Et le plan d'intégration, ce serait plusieurs composants de la société qui pourraient entourer ce jeune. Donc, ce serait une partie, il y aurait l'éducation, la santé mentale, l'emploi, l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que raviver ces jeunes pour leur dire, vous êtes au Canada, vous avez beaucoup de potentiel, mais des fois, ils ne savent même pas qu'ils ont des opportunités. Ils sont limités, ils sont dans leur propre bulle entre jeunes, ils communiquent entre eux. Et c'est là que je pense que ce serait bien de trouver un mécanisme pour que tous ces composants de la société puissent intervenir plus tôt. Pas une fois que ils sont sortis du système scolaire. On a le contrôle quand ils sont à l'école jusqu'au grade 12, mais après, je dirais qu'ils sont un peu, je ne dis pas qu'ils sont livrés un peu, ils sont livrés à leur propre choix. Ils se sentent adultes et ils pensent qu'ils peuvent prendre leurs décisions, ils n'ont plus besoin de l'avis. Et les décisions, souvent, ce sont des conseils qu'ils reçoivent des mauvaises personnes. Donc là, je lance la balle. Des organismes commencent à se mettre en place pour les francophones. Je dirais que pour les anglophones, ils sont un peu en avance parce qu'ils ont plus de matière. Mais pour les francophones, certains organismes commencent à mettre le doigt dessus parce qu'ils se rendent compte qu'on a beaucoup de talent qu'on perd juste parce qu'ils ne sont pas bien accompagnés au bon moment, je dirais. Il faut les accompagner au bon moment et assez tôt dans leur processus d'intégration. OK, je comprends très, très bien tous les points que vous avez soulevés, qui sont des points très valides et qui sont des points qui rentrent toujours au niveau de diagnostiquer pourquoi les jeunes se retrouvent là où ils se retrouvent. La problématique du décrochage postsecondaire, jusque-là, c'est plus lié à des questions financières, des questions d'orientation professionnelle
plus que des questions sociales ou des questions d'intégration, contrairement à ce qu'on pense. De un. De deux, je voudrais un peu relancer la conversation et puis repositionner la question. Parce que comme aujourd'hui, le sommet est vraiment sur repenser l'embauche. Si justement, on sait que nos jeunes font face à des questions d'intégration, font face à des questions d'établissement, font face à des questions de ressources, d'accompagnement, ainsi de suite. Mais qu'en même temps, on sait que tout ce qu'on est en train de viser, c'est pour leur réussite professionnelle. C'est pour leur développement personnel et professionnel. Et que tout ça, ça passe par un bon emploi, ça passe par générer les revenus. Je pense que ça, c'est le cheminement de toute personne. Moi, je me dis maintenant, quand je suis en train de vous parler, vous êtes juste représentatif de ce que j'appelle notre leadership francophone. Vous ne portez pas la responsabilité. Mais c'est juste pour les besoins de cette conversation. Je me dis, qu'est-ce que ça va prendre pour que nous, en tant que francophonie, on commence à se dire qu'on veut se concentrer sur la question de ce taux de chômage qui nous frappe aux yeux là depuis 10 ans. On commence à se dire que il y a les opportunités pour nous et pourquoi pas. On a parlé aujourd'hui des métiers spécialisés. Pourquoi on ne commence pas à se dire que dans ce cas, on va voir comment on peut aussi développer des niches qui permettent de canaliser. Parce qu'à un certain moment, il faut qu'on se dise, est-ce qu'on veut vraiment s'attaquer alors à ce problème si c'est la santé mentale? Je vous assure que moi, c'est ça qui me frustre souvent dans notre francophonie. Je suis frustrée parfois dans notre francophonie qui est, on parle des problèmes qu'on a, on en parle, on les diagnostique très, très bien, mais on ne se décide pas qu'on veut s'attaquer à ce problème. Et qu'on prend donc des démarches concertées de s'attaquer en se disant que, hey, si c'est qu'on se dit que c'est la santé mentale, je voudrais donc voir qu'il y a des démarches concertées. De la même façon, quand moi j'étais ici en 94, 95, quand on a parlé de la question de la violence faite aux femmes, il y a eu des démarches concertées partout. C'est pour cela qu'il y a eu des organisations qui sont nées partout pour pouvoir s'attaquer à ce problème. On a un problème du chômage, des immigrants francophones en Ontario qui nous frappent au visage depuis plus de 10 ans. On a un problème du décrochage de nos jeunes qui nous frappent au visage depuis plus de 10 ans. Et puis, chaque fois qu'on en parle, j'entends qu'on diagnostique toujours le problème. On connaît le problème, mais il y a des opportunités parce que parfois, même si on n'a pas la solution globale, mais s'il y a quelques opportunités qui se pointent, parfois les gens sautent là-dessus en développant des stratégies. Pourquoi on n'a toujours pas cette volonté de sauter là-dessus? C'est ça qui me frustre. Oui, vas-y. Oui, pardon. Alors, moi, c'est vrai que je suis assez observatrice. J'ai accompagné 3 des 6 conversations pendant la journée qui étaient absolument passionnantes, dont effectivement celle sur les jeunes. Et Jean-Marc, on sent bien que tu as parlé vraiment en tant que parent. Ce qu'il y a de l'autre côté, en fait, miroir, ce qu'ils demandaient, tu parlais de ce silence, en fait. Et ce qui est assez frappant, c'est que les jeunes femmes qui nous parlaient tout à l'heure, malheureusement, Reda a eu des problèmes de connexion, mais eux n'arrêtaient pas de dire on veut être écouté. Donc il y a cette envie de parler et puis d'un coup il y a ce problème de communication et ce bridge entre les deux. Mais ils parlaient de mentors, d'être connectés à des professionnels pour bien comprendre le système. Il y a une envie en fait. Ils voulaient expérimenter, pratiquer, prendre des risques. Et ils parlaient aussi de la pression des parents qui était importante, de la pression de la société. Rose Cathy, par rapport à la question que tu viens juste de poser, est-ce que c'est une question, je vais faire l'avocate du diable, c'est quand même la question à 1 milliard. Il y a la volonté, et ça, on sait que dans les communautés francophones, ça peut être aussi compliqué. Mais est-ce qu'on passe vraiment le temps à réfléchir, ou est-ce que c'est un temps? Ça doit aller très vite, mais est-ce qu'on a la capacité de mobiliser une intelligence collective aujourd'hui
Et une agilité aussi personnelle, une flexibilité personnelle par rapport au monde, non pas d'aujourd'hui, mais dans 5 ans, dans 10 ans, etc., pour aller vraiment réfléchir à une solution qui soit une solution puissante, en fait. J'ai l'impression souvent qu'on a un problème, puis que notre réponse, ça va être des activités. On ne doit pas juste avoir une activité, on doit avoir c'est un bouleversement là, d'état d'esprit, c'est quelque chose de beaucoup plus révolutionnaire presque, là, d'intérieur qu'il faut mettre en marche. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, ça bouillonne. Ça doit bouillonner, ça devrait bouillonner. Ça devrait bouillonner. Là, là. Ça devrait bouillonner et puis je pense que ça bouillonne. Rose, tu as soulevé un ensemble d'éléments et puis je pense que tu es bien placé également pour savoir, et je ne vais pas aller trop dans ce sens, qui est les raisons du taux de chômage au niveau des gens qui sont issus de l'immigration. On sait qu'il y a différents facteurs. Une des analyses qu'on fait, et puis tu l'as également fait avec le réseau à la faveur de différents travaux qu'on a fait ensemble, c'est on sait que en fait on parle d'une espèce d'inadéquation. On dit souvent que les immigrants ils sont hyper qualifiés et on se demande pourquoi est-ce qu'ils sont toujours au chômage. Mais c'est plutôt une question d'adéquation entre le domaine de formation des gens, le domaine de formation avec lequel ils arrivent, et puis les besoins du marché du travail. Et je crois que ça fait partie de tout ce que les spécialistes de l'emploi sont en train de chercher à pouvoir adresser. Donc, ce n'est pas qu'il y a une rareté de ressources, c'est plutôt une question d'adéquation entre le background des gens et puis les besoins du marché du travail. Ce n'est pas pour rien que, et tu sais également, tous les programmes relais qui ont été mis en place par le gouvernement provincial, fédéral, c'était également dans une espèce d'approche de pouvoir donner des espèces de passerelles aux gens pour pouvoir les accompagner assez rapidement. Mais là où je veux réagir, c'est nous, francophones, qu'est-ce qui fait qu'on connaît les enjeux, on connaît souvent tout le diagnostic, qu'est-ce qui fait qu'on ne bouge pas? J'ai envie de dire, on bouge, mais on ne bouge peut-être pas au rythme que les parents ou que des professionnels comme toi voudraient voir. Au jour d'aujourd'hui, dans nos communautés, il y a des initiatives qui se mettent en place. Ce sont des initiatives qui ne sont pas le fait du gouvernement. Ce sont des parents, par le biais d'organismes qui se lancent et puis qui disent que nous, on a vu un ensemble de problèmes et puis on veut apporter des éléments de réponse. Je t'ai parlé tantôt de ces initiatives en termes il y a un programme que nous, on vient d'appuyer qui s'appelle notamment le programme de champion de leadership. Ce sont des parents d'élèves, des membres de la communauté qui ont dit, voici ce qu'on a constaté au niveau de nos jeunes face aux défis auxquels ils sont confrontés et voici ce qu'on va mettre en place comme alternative ou comme approche pour pouvoir les accompagner. Et il y a des gens professionnels qui ont des skills, qui décident bénévolement de mettre cela au service de ces jeunes-là, que ce soit dans le domaine de l'informatique, que ce soit dans le domaine du coaching, pour tout ce qui est leadership, comment se vendre dans cette société canadienne, ontarienne, comment être confiant lorsqu'on est en face d'un futur employeur. Alors, ça, ce sont des approches que les gens sont en train de mettre en place. Évidemment, ça ne va pas au rythme des défis qu'on voit parce que les défis sont tellement immenses. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre tranquillement et ça ne bouge pas, comme je le dis, là, au risque de me répéter, ça ne bouge pas aussi vite qu'on le voudrait. L'une des choses, il faut qu'on ait le courage de reconnaître que nous sommes peut-être en retard. Et je ne pense pas que ces questions-là doivent être des questions tabous. Il faut avoir la force, le courage de se dire les vraies choses et de dire ensemble comment est-ce que collectivement nous sommes capables d'avancer. Faiza, tu disais qu'on répond souvent au problème, on répond avec des actions, des activités. Il faut aller au-delà des activités, il faut voir le long terme. Ouais. Il faut voir le long terme. Et on se dit, nos jeunes aujourd'hui, nous sommes en train de nous intéresser à la question de l'employabilité des jeunes. Mais ces jeunes, ce sont eux qui vont être les employés de demain. Ouais. Comment est-ce qu'on les forme? Ouais. Un exemple. C'est ça, comment est-ce qu'on les forme? Et je pense on sait que, évidemment, mettre en place des curricula de formation, c'est tout un ensemble de processus, c'est compliqué, il faut que les curricula soient valorisés, acceptés par les paliers de gouvernement, mais en même temps, est-ce que les acteurs qui sont dans ce domaine-là, c'est avoir cette espèce de projection dans le monde de demain, justement. Ouais. Comment est-ce qu'on fait?
Et le monde de demain, Alain, il y a une époque où c'était 10 ans, 20 ans. Aujourd'hui, c'est par incrémentation de 3 ans, en fait, que ça change. Je prenais la parole la semaine dernière sur les compétences, justement, qui sont demandées. C'était auprès d'immigrants qui allaient arriver ou qui venaient d'arriver, immigrants francophones. Et je faisais une comparaison entre les compétences qui étaient demandées en 2015 et les compétences qui étaient demandées en 2020. En 2015, on parlait encore de flexibilité. Aujourd'hui, on parle de flexibilité cognitive. La flexibilité tout court, c'est l'extérieur. Je m'adapte à l'environnement. Flexibilité cognitive, c'est de l'intérieur que je me réadapte dans ma façon de penser, d'analyser les choses. Et ça, c'est juste en 5 ans, en fait. Et même les employeurs, eux, ont du mal à suivre la tendance. Les jeunes qu'on a entendus tout à l'heure, ils ont déjà pris conscience, en fait, de ça. C'est juste c'est comme si on n'avait pas les outils pour eux, non, Rose? Qu'est-ce que tu as trouvé? Ils étaient bien en avance, en fait. Ils ont conscience de ce dont ils ont besoin. Mais en fait, oui, eux, les jeunes, ils définissent clairement qu'ils sont conscients. Eux, en fait, ce qu'ils demandent, ils disent, si on n'est pas capable de les accompagner de la façon dont ils ont besoin, ce qu'ils nous demandent, c'est qu'on dégage. C'est vrai. Qu'on dégage, qu'on leur laisse l'espace d'aller. J'ai bien aimé l'exemple que je pense c'est Mariam. Oui, qui était en train de dire que nous, on est en train de voir les opportunités d'aujourd'hui. Des opportunités d'aujourd'hui qui ne sont peut-être pas les domaines que nous, les parents, nous, on a connus. Parce que quand on parle de l'environnement aujourd'hui et qu'eux, ils veulent aller explorer tout ce qu'il y a là-dedans. Quand on parle, par exemple, de la technologie au niveau de gaming, c'est pour nous, les parents, notre enfant qui est sur les jeux vidéo, là, c'est un enfant qui est en train de perdre son temps. Il faut fiche le camp d'ici, arrête ça là. Et ainsi de suite. On ne comprend pas du tout ce qui est derrière comme domaine économique, comme domaine professionnel, tout ce qui vient derrière. Alors, ce que les jeunes ils demandent, c'est que si nous, on ne peut pas mettre les ressources pour les soutenir et les accompagner, au moins qu'on dégage, qu'on leur laisse la place. Et voir là où ça peut les préparer. Parce qu'eux, ils sont conscients du fait que la réalité d'aujourd'hui, ils sont en train de se préparer pour leur vie dans 10 ans. Ouais. Et s'ils le ratent aujourd'hui, dans 10 ans, ils vont être au même niveau. Et je pense qu'eux, ils ont compris le cycle de pauvreté plus que nous. Et eux, ils veulent le briser. Et Rose, si tu le permets, avant que j'oublie mon idée, Jean-Baptiste en a parlé en tant que parent. Et je crois qu'il y a également une espèce de, je ne dirais pas de révolution, mais de se réinventer nous-mêmes en tant que parents. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Nous sommes en train de dire qu'il y a tellement d'opportunités, de possibilités. Le marché du travail évolue et ça change, surtout dans un contexte comme celui du Canada. Mais combien sont les parents, notamment nouveaux arrivants, qui ont cette espèce d'ouverture d'esprit? Et puis de dire, finalement, ce n'est pas de... Évidemment, n'importe quel parent voudrait que son fils soit médecin, avocat, peu importe, avec tout le respect que j'ai pour l'ensemble des professions. Mais c'est un peu comme si on projette souvent qu'est-ce qu'on attend de nos enfants, plutôt que de dire qu'est-ce que la société a à offrir et comment est-ce que l'enfant il s'épanouit. Et je ne vous cacherai pas que je parle en tant que parent. De dire, et c'est à reculons qu'on dit, s'il trouve du plaisir et que si c'est ce qui va lui permettre de faire sa vie, bonne chance à lui. Mais combien sont capables d'accompagner l'enfant? Rose, tu parlais des enfants qui passent du temps en train de faire des jeux vidéo. Mais Dieu seul sait qu'est-ce qu'ils peuvent en faire, qu'est-ce qui va sortir de là. Alors, donc c'est cette espèce de disposition également. On parle de qu'est-ce qui se fait au niveau de la communauté, les francophones et puis ainsi de suite. Mais nous, en tant que parents, l'ouverture d'esprit. Et comment est-ce que finalement on laisse ces enfants découvrir de quoi ils veulent vivre et comment est-ce que finalement en tant que parents, dans ce nouveau contexte d'évolution du marché, notre rôle, c'est de les accompagner et puis de les appuyer dans le choix qu'ils vont faire. Et de prendre des risques d'ailleurs. Si tu permets, Rose-Cathy, Julien, quand on parle Marem parlait justement des enjeux écologiques liés à l'environnement, etc. C'est un petit peu ce que vous touchez finalement avec le CCO. Quel est le type de jeunes,
s'il y a un profil possible, qui aujourd'hui se tourne vers ces approches de collaboration, de coopération dans vos programmes. Est-ce qu'il y a comme une espèce de typologie et vous vous retrouvez peut-être un peu déconcerté parfois pour adapter vos outils ou adapter votre soutien, et puis il y a des choses qui sont en train de se passer pour mieux les accompagner? Je dirais la clé, et puis je reviens juste sur une phrase sur quelque chose que Roskati disait qui m'a beaucoup fait rire sur les jeux vidéo. Et je dois vous dire que moi-même, quand j'étais adolescent, j'avais 7 consoles de jeux en même temps. Ouais. Et je jouais à des jeux vidéo toute la journée, mais j'ai beaucoup appris. J'ai appris à conduire des voitures avant l'âge, même si c'était avec une manette de jeu. J'ai appris la stratégie, à construire des villes, à construire des réseaux d'aqueducs, etc. Et je pense que les parents ne le voient pas nécessairement de cette façon-là. Ils le voient un peu comme de l'abrutissement devant un écran. Ça peut l'être, je veux dire, mais ça peut ne pas l'être aussi. Et je pense que pour un enfant, ce qui est important, et pour un jeune, et pour un adulte, ce qui est important aussi, c'est de constamment explorer des nouvelles choses, s'élargir soi-même les horizons. Comme enfant, on peut le faire avec des jeux vidéo, on peut le faire avec des livres, avec des médias de toutes sortes. On le fait bien évidemment en fréquentant un établissement d'enseignement où on va aussi acquérir des nouvelles connaissances qui font partie de ce parcours d'exploration. Mais ça continue à l'âge adulte. Pas penser que c'est quelque chose qui s'arrête une fois qu'on a fini au collège ou à l'université, qu'on arrête d'apprendre. Non, la vie est un apprentissage continu et c'est une des compétences aussi qu'on recherche quand on est employeur ensuite sur le marché du travail, de voir que ce sont des gens, des hommes, des femmes avec qui on travaille, qui ont cette capacité à apprendre constamment. Pour revenir sur ton point, Faiza, par rapport à la durabilité, donc nous, dans notre organisation, on travaille avec des personnes qui démarrent des entreprises sociales, des coopératives ou des entreprises qui ont une capacité à générer un impact puissant dans leur communauté, auprès de l'environnement, par rapport à l'environnement ou sur différentes causes sociales, etc. Et ce qu'on voit dans le profil de ces jeunes-là, il y a 2 types en fait de profils. Il y a les personnes qui sont issues de l'immigration, dans un premier cas de figure, qui sont, je dirais, peut-être moins académiquement qualifiées, donc qui n'ont pas nécessairement tout un tas de diplômes, etc., mais qui ont la volonté de faire une différence dans leur pays d'accueil, qui est le Canada. Et ces personnes-là vont se dire, pour ce faire, plutôt que de lancer un projet entrepreneurial seul ou seul, je vais le faire avec d'autres personnes parce que on n'a pas nécessairement, comme nouveaux arrivants, la connaissance de tout ce qui se passe dans cette nouvelle société qui est la nôtre, mais à plusieurs personnes, on aura plus de capacité à aller voir un peu les différentes composantes qui sont autour de nous et à aller mieux maîtriser notre environnement. Et à côté de ça, le deuxième groupe de personnes qu'on aurait, c'est des personnes qui ont, je dirais, qui ont un bagage académique assez peut-être impressionnant, qui ont fait beaucoup de bénévolat, qui ont travaillé dans différentes organisations, qui ont pas de difficulté aussi à faire de la recherche et de l'auto-apprentissage de par eux-mêmes, et qui ont pris conscience que le monde de demain, ou en tout cas même pas de demain, là, en fait le monde d'aujourd'hui qu'on est en train de bâtir, c'est une société où peut-être nos entreprises, nos communautés doivent être plus durables et responsables. Puis je pense que c'est un regard que la génération jeune jette un peu sur la génération plus âgée. C'est que la génération plus âgée, peut-être, elle a été productive, etc., mais elle a été rapace sur les ressources de la Terre aussi. On s'en rend compte de plus en plus. Maintenant, c'est de voir, par rapport à la plus jeune génération, comment est-ce qu'on peut continuer à exister sur cette planète-là qui est la nôtre, sans nécessairement en faire un terrain de dévastation non plus, là, qui ne sera plus habitable pour les prochaines générations. Et ça revient à ce que tu disais, Roskati, mais je pense que ce n'est pas juste propre à la génération nouvelle actuelle. Chaque jeune génération veut que l'ancienne dégage, concrètement. C'est vrai. Dans l'histoire là, de l'humanité, les plus jeunes veulent toujours que les vieux dégagent. Et les jeunes d'aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent qu'ils seront vieux aussi un jour et on voudra qu'ils dégagent, eux aussi, parce qu'il y aura d'autres jeunes éventuellement qui auront encore d'autres idées et qui vont sans aucun doute vouloir les propulser aussi et qui vont y arriver. Ça veut dire qu'on est bien inefficace quand même d'une génération à l'autre. Hein. Ça inquiète un peu. Hein. Ben, ça veut dire qu'on règle toujours, je pense, les défis de la génération qui précède. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on les voit, on les connaît à l'avance un peu, ces défis-là. Je veux dire, si on aurait regardé dès les années 60, 70, 80, on voyait bien qu'on allait au-delà de la capacité de la Terre de régénérer les ressources dans notre consommation. Aujourd'hui, une des choses qu'on regarde des générations plus jeunes, c'est par exemple des choses en lien avec le manque d'attention.
c'est de plus en plus difficile d'accorder une attention de longue durée sur des choses qui se passent parce qu'on a des signaux qui nous viennent de toutes parts. Je passe des notifications sur des téléphones, sur des écrans, des choses qui clignotent, etc. Et ça, peut-être, pour la prochaine génération qui n'est peut-être pas encore née aujourd'hui, mais eux, ils vont résoudre peut-être, puis là, je fais vraiment une supposition, ce problème qui est celui de la génération qui arrive, qui est peut-être celui de l'inattention, parfois, d'une certaine dépendance aussi sur des technologies qui peuvent aussi être nocives lorsqu'il y a une trop grande utilisation. C'est des choses qui, peut-être un jour, nous montreront que ça peut être fait différemment. Alors, on est en train de me faire signe qu'il nous reste 2 minutes. La façon dont le système, je pense que j'ai occupé plus de temps à exprimer ma frustration que vous laissez parler. Alors, il nous reste 2 minutes et qu'on doit faire le tour. La question que je vais juste poser rapidement qui est, s'il y a deux solutions que vous voyez pour améliorer la situation de l'employabilité des jeunes au-delà de tout ce qui a déjà été dit, qu'est-ce que vous pouvez voir? Je voudrais que ce soit quelque chose qui est proposé plus au niveau des fournisseurs de services. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pourrez suggérer? Je vous mets sur le spot. Je vais m'avancer à nouveau en premier. Oui. Je dis, c'est de lancer un message à tout le monde et puis on dit, de grâce, oublions nos institutions, regardons la clientèle et les besoins de la clientèle. On parle de nos jeunes, de ce qu'ils vont devenir dans les prochaines années. Donc, c'est de dire, comment est-ce qu'en tant que communauté francophone, dans notre diversité, et selon nos particularités, nos spécificités, nos spécialisations, comment est-ce que nous apportons des éléments de réponse aux enjeux auxquels ils sont confrontés. Donc, nous disons que souvent, nous travaillons de façon collective, mais malheureusement, dans la réalité, ce n'est pas ce qui apparaît souvent. On fait toujours passer un peu trop souvent l'agenda de nos organisations. Je sais que nous sommes payés pour cela, mais je pense que vis-à-vis de la clientèle jeune, plus que jamais, c'est là qu'il faut laisser tomber le mandat de l'organisation et voir quels sont les enjeux que nous voulons adresser de façon collective. Je pense que si on commence par cela, on pourrait avancer pas mal. Merci. Jean-Marc? Oui, moi je rejoindrais un peu ce qu'Alain dit, c'est surtout d'avoir une vision et je dirais aux jeunes d'avoir, si nous on manque des choses, les adultes, de nous montrer le chemin. Eux, ils ont peut-être une vision plus claire que nous dans les 5 ans à venir. Nous, on pourra les appuyer dans la planification. On ne pourra peut-être pas voir aussi loin qu'eux, mais on pourra leur donner les outils pour planifier. Parce que les outils, je dirais, ce sont toujours les mêmes. Il faut avoir une certaine discipline, mais qu'ils aient une vision claire. Et notre rôle, je dirais, c'est d'essayer de les rejoindre pour qu'ils restent unis en tant que francophones. Donc, c'est une vision francophone. Que leur identité francophone, ils ne la perdent pas. C'est un atout, qu'ils le gardent et qu'ils s'en servent comme un atout pour une vision et comme une force pour eux. S'ils se rejoignent, ils auront une meilleure vision, ils ont une vision commune et nous, on pourra les appuyer et on pourra bien les appuyer parce que nous, on a un parcours qui peut les aider. Donc, on pourra leur éviter beaucoup d'obstacles et je pense qu'ils ont beaucoup de ressources. Comme ça a été dit, beaucoup d'immigrants arrivent très qualifiés ici et ils peuvent les aider. On sait, eux, ils ont une vision plus longue. Il faut qu'ils aient une vision francophone, qu'ils ne se noient pas dans la masse, qu'ils aient une vision francophone. C'est ce que je leur donne comme conseil. OK, merci beaucoup. Julien? Ben, je dirais, en fait, ce qui est important ici, c'est l'humilité un peu à tous les niveaux, aussi bien dans les vieux, les jeunes, au milieu, les moins vieux et les moins jeunes. Parce que moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est quand je vois des personnes qui viennent à nous et qui nous disent « Est-ce que je pourrais avoir une chance de travailler chez vous? Est-ce que je pourrais faire un stage chez vous ?» Et qui reconnaît que je n'ai pas toutes les expériences, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais je veux essayer. Et à nous aussi de donner la chance à ces personnes-là, de se dire « Cette personne, par son humilité, m'a montré qu'elle veut faire quelque chose. Moi, je vais être aussi assez humble pour reconnaître que c'est peut-être pas la meilleure personne, mais que je vais essayer de donner une chance. » Et je pense que c'est des comportements aussi qu'il faut voir se développer. Et j'invite les jeunes en particulier qui pourraient participer à cette activité ou écouter,
de se dire, si vous voyez des portes que vous dites, je ne peux jamais pousser cette porte, poussez-la pareil, parce que de l'autre côté, on ne sait jamais, il y a peut-être quelqu'un qui va vous tendre la main et qui va vous aider. Moi, quand ma carrière a été lancée, c'est comme ça que ça a commencé. Beaucoup de personnes, c'est aussi comme ça que ça a commencé. On pousse des portes, on continue l'exploration, et même si des fois il y a des échecs ou ça ne marche pas, c'est un apprentissage et ça nous invite quand même à passer la prochaine porte. Il faut avoir confiance en soi, mais toujours, bien évidemment, le faire dans l'humilité. Ok, merci. Faiza, qu'est-ce que tu penses? Vous avez parlé des systèmes et des structures, c'est vrai. Moi, je suis un électron libre. Hein. Je parle pour aucune structure, là, pour l'instant, en tout cas par la mienne. Donc, c'est vrai que je vais dire que mon petit message, c'est peut-être d'être le meilleur exemple, en fait, pour ces jeunes, nous-mêmes, si on leur demande de se réinventer, si on leur demande de se donner à fond, de changer leurs compétences, d'être curieux du monde dans lequel ils vont vivre. Pour être pertinent pour le marché du travail, mais ça nous demande aussi à nous, en fait, de faire ce travail-là et on ne peut pas leur demander des choses. Moi, c'est peut-être parce que je me rappelle comment j'étais déjà à 10-12 ans, puis c'est Civilisation, d'ailleurs, le jeu game, là, qui m'a appris beaucoup plus que l'école comment le système et comment le monde fonctionnait. Donc, je remercie Sid Meier, je crois, qui a développé Civilisation. Mais je suis un peu fatiguée de dire c'est toujours la prochaine génération qui va régler les problèmes. Je pense qu'on ne peut plus leur dire ça. Enfin, moi, je n'ai pas envie de dire ça aux jeunes. On leur ouvre la porte, certes, mais on se réinvente aussi nous-mêmes et on va être très curieux et ouvrir les portes pour eux pour que ça leur soit un peu plus simple. Donc, qu'ils ne soient pas seuls avec ça, qu'on leur montre l'exemple. Merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui pour cette conversation. Moi, j'avoue qu'en écoutant toutes les présentations qu'on a entendues depuis ce matin, je suis un petit peu encouragée en écoutant les jeunes. En écoutant les jeunes aujourd'hui, je sais que du côté des parents et du côté de notre francophonie, un petit peu, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Qui est de comment on peut mettre l'employabilité des jeunes comme une priorité au cœur des actions, au cœur des priorités, parce que justement de se souvenir que la main-d'œuvre dans 10 ans, c'est ces jeunes-là qui ont 17 ans, 18 ans aujourd'hui, ça va être la main-d'œuvre dans 10 ans. Dans 10 ans, c'est pas aussi long que ça. Et si on ne les prépare pas bien, dans 10 ans, on va se retrouver à faire face encore à la même situation. J'ai commencé la journée aujourd'hui en disant que personnellement, je suis hantée par les deux fléaux que je continue de mentionner, qui est le taux de chômage et le taux de décrochage. Et que c'est ce qui est vraiment au cœur de mes démarches ou au cœur de mes actions pour qu'on commence à s'y attaquer. Alors, quand j'écoute tout le monde aujourd'hui, je me dis qu'il y a quand même des actions concrètes qui peuvent faire la différence. Parfois, on ne réalise pas à quel point. Je regarde un petit programme qui est les emplois d'été. Les emplois d'été qui sont annoncés chaque année. Je me dis, s'il y a une mobilisation francophone pour que les entrepreneurs qu'on a dans la communauté et les organisations appliquent massivement au mois de janvier quand l'annonce est lancée, on peut garantir au moins 500 ou 600 postes de stage d'été pour nos jeunes chaque année. S'assurer que nos jeunes peuvent aller faire des stages dans nos entreprises, dans nos organisations pour être exposés à des domaines professionnels de leurs rêves. Ça peut être des actions concrètes qui peuvent préparer les jeunes. Si on peut se mobiliser et pousser un petit peu les écoles, nos conseils scolaires, ce qui existe chez les anglophones, c'est les clubs, comme on disait tout à l'heure, quand je parlais à le panel qui était là avec la FESFO, qui est les clubs. Ça ne devrait pas être vu comme une charge quand c'est proposé dans les écoles. Ça devrait être qu'on permet justement aux jeunes de monter les clubs, de les gérer, parce que c'est souvent de cette façon que les jeunes dans les écoles anglophones se créent des opportunités de se donner des expériences.
Et quand on encourage qu'il y ait le maximum de clubs qui soient créés dans les écoles, puisqu'ils sont gérés par les jeunes pour les jeunes. Et c'est une façon de leur donner cet espace-là. On est en train de parler des métiers spécialisés. Nos collèges, pratiquement, ont des cours dans des domaines de métiers spécialisés. Si on a une mobilisation communautaire, de pouvoir voir comment on peut encourager plus. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent se faire, qui peuvent permettre que les jeunes, quand ils sont au niveau secondaire, ils ont largement le temps de tester leurs intérêts, de voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et puis avoir l'opportunité d'expérimenter des choses. Ça peut peut-être réduire le taux de décrochage au postsecondaire parce qu'en arrivant au postsecondaire, ils seront peut-être un petit peu plus alignés avec leurs choix. Et ils auraient eu des expériences qui leur permettent de confirmer. Et s'ils sont alignés avec leurs choix, il y a de fortes chances qu'ils soient des travailleurs, des employés très forts, très engagés et puis avec une forte confiance. Donc, il y a vraiment des choses qui peuvent se faire. Il n'y a aucune raison qu'il y a des compétitions dans toutes les autres écoles anglophones et qu'on n'en a pas dans nos écoles francophones. C'est inacceptable pour moi. Et que ces compétitions qu'on entendait au niveau entrepreneurial, des compétitions au niveau des métiers, c'est des choses où je pense que s'il y a une volonté collective, il peut y avoir des partenariats. Je dis toujours que je vois quand on avait lancé le marché de Noël et la distribution des cadeaux à Mississauga. Actuellement, c'est une activité qu'on fait qui est à 100% financée par les partenaires communautaires. Quand on a commencé cette activité, au début, c'était 20 jeunes. Aujourd'hui, on peut desservir 200 enfants chaque Noël. Et tout cela est appuyé par les communautés, les partenaires se mobilisent. Et je crois que si on va souvent valoriser ça, c'est là que j'ai bien aimé le terme de l'humilité de Julien, là, chacun de vous a utilisé un terme clé qui est l'humilité, là, qui est d'avoir l'humilité d'aller chercher d'autres personnes et qu'on n'ait pas besoin que ce soit moi ou moi, mais que collectivement, on y aille collectivement en se disant le point qu'Alain était en train de faire qu'on oublie nos organismes, on regarde les jeunes et l'avenir de ces jeunes-là et qu'on a assez de partenaires pour pouvoir faire des choses, pour développer ces choses-là et qu'il y a les ressources. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de possibilités, de stratégies, de solutions collectives qui peuvent être si seulement on a l'humilité et la volonté de vouloir le faire. Alors, je vais remercier tout le monde qui a été là aujourd'hui. Merci beaucoup. Je sais que je vous ai mis sur le spot. Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu et d'être là et de, comment on dit, take one for the team francophone. Vous avez accepté de venir, take one for team francophone. Merci beaucoup vraiment d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Merci à tous nos présentateurs de la journée, tous nos panélistes de la journée. Merci surtout à mon équipe, Daniel, Jamila, vraiment, tu as fait un travail extraordinaire, Jamila. Bravo, Jamila. Augustin, merci tout le monde. Merci Rose pour le compliment. Je suis désolée juste pour le petit pépin qu'on a eu hier. C'était en dehors de... personne n'y pensait plus, Jamila. Donc, je suis désolée pour ça parce que j'aime bien faire les choses à un niveau excellent. Personne n'y pensait. La journée l'été. Exact. Oui, et puis merci surtout à tous les participants qui ont été là tout au long de la journée, qui ont écouté, qui ont posé des questions, qui ont fait des commentaires. Et puis, comme j'ai dit, nous, on ne peut pas tout résoudre en une journée. On ne peut même pas adresser toutes les questions. On soulève juste les questions. On compte sur vous pour que vous les ramassiez et que vous retourniez dans vos milieux professionnels. C'est avec ça que j'ai ouvert la journée aujourd'hui. Je vais clore avec ça, que vous ramassiez ces questions
que vous retournez avec dans vos milieux professionnels et vos milieux sociaux et que vous continuez la conversation, vous continuez le questionnement pour qu'on arrive à trouver les solutions collectivement. Nos jeunes méritent un meilleur avenir et puis on le leur doit, qu'on le veuille ou non. Alors, merci beaucoup et puis à bientôt. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.